Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que la prière, la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le prophète Mohammed, sa famille, ses compagnons et sur tous les prophètes et les messagers de Dieu et sur nous tous. Alors je vous souhaite la bienvenue dans le cadre de cette 7e séance et également c'est la première séance qui sera consacrée aux cas pratiques ou bien aux travaux dirigés ou bien les travaux pratiques, c'est-à-dire des exercices relatifs aux droits de la famille ou bien à son cours. Alors dans ce titre, comme elle figure dans le support qui est déjà entre vos mains, le premier axe de ces travaux dirigés concerne des questions de compréhension. Ces deux questions, ou bien cet axe a été conçu pour une double raison. La première, c'est de vous démontrer les points principaux du cours, et également pour ma part, pour que je puisse ultérieurement, c'est-à-dire dans le cadre du déroulement du cours et notamment lors des examens, lors de l'examen, pour que je puisse vérifier la maîtrise du cours ou bien votre capacité de réflexion, notamment en ce qui concerne les axes numéro 2 et 3 de cette partie des travaux dirigés qui sont relatifs respectivement aux dissertations, 2 sujets de dissertation et un cas pratique. Alors revenons aux premiers axes. Il convient de noter qu'il n'existe pas une méthode qui est unanime ou bien la seule. Et lorsqu'on parle de questions directes, on vise à apprécier votre maîtrise du cours en principe. Alors, vous n'êtes pas de répondre selon une méthode qui est déjà précise. Vous avez la liberté de répondre, mais selon une double contrainte. La première, vous devez respecter ce qui figure dans le cours, c'est-à-dire de répondre d'une manière qui est compréhensible et également qui est conforme avec le cours. Et le plus important, c'est que vous deviez en principe respecter la référence ou bien la source de votre réponse et vous pouvez renforcer et enrichir vos réponses par les sources qui figurent dans le texte de loi ou bien dans le code de la famille, notamment soit les articles, soit la jurisprudence en cas de vide ou bien de lacune. À ce titre, je vous rassure et je vous assure que les réponses seront plus simples et très simples, et également que je serai indulgent et je vais me contenterai, Inch'Allah, du strict minimum. Alors, commençons notre premier axe de ces travaux dirigés. On va commencer à faire un rappel des questions et en répondant en même temps. Alors, j'ai choisi de commencer par l'initial, comme il doit l'être en pratique, à savoir la capacité pour agir. Et en la matière, on doit mettre le doigt sur la capacité matrimoniale, en se demandant, dans notre première question, quel est l'âge d'acquisition de la capacité matrimoniale. Alors, la réponse, la capacité matrimoniale s'acquiert pour le garçon et la fille jouissant de leur faculté mentale à 18 ans grégorienne révolue. Néanmoins, le juge de la famille chargé du mariage peut autoriser le mariage du garçon et de la fille avant l'âge de la capacité matrimoniale par décision motivée précisant l'intérêt et les motifs justifiant ce mariage. Il aura entendu au préalable les parents du mineur ou son représentant légal et de même, il aura fait procéder à une expertise médicale ou à une enquête sociale. Et la référence ou bien la source de cette réponse est tirée des articles 19 et 20 du Code de la famille du 5 février 2004.
À bien noter à cette occasion que la capacité est régie par les dispositions des articles 205 et suivants. Et en principe, la capacité se divise en deux types. La capacité d'exercice et la capacité de jouissance. Dans ce cadre, on parle de la capacité d'exercice. Ceci étant une brève réponse, passons à la deuxième. La femme peut-elle contracter elle-même son mariage sans l'autorisation ou l'accord du tuteur? Alors, ceci étant l'une, à rappeler seulement qu'il s'agit de l'une des principales modifications apportées par le Code de 2004. Alors, en bref, la femme majeure peut contracter elle-même son mariage ou déléguer à cet effet son père ou l'un de ses proches. La tutelle matrimoniale, la wilaya, est un droit qui appartient à la femme. Et la femme, ou bien cette dernière, la femme majeure exerce ce droit selon son choix et son intérêt comme est prévu dans les articles 24 et 25 du Code de la famille. Alors, quelles sont les parties, la troisième question, quelles sont les parties qui détiennent droit de tutelle au mariage? Alors, en commençant par la source, en vertu de l'article 25 du Code de la famille, la femme majeure peut contracter elle-même son mariage ou déléguer à cet effet son père ou l'un de ses proches. En bref. Alors, la quatrième, l'approbation de la mère est-elle une condition au mariage de son enfant mineur, qu'il soit garçon ou fille? À noter à ce stade que vous devez vous contenter de la réponse de cette question pour pouvoir répondre aux questions qui sont posées dans le cas pratique, c'est-à-dire la 9e séance. Alors, répondant à la question, le juge de la famille chargé du mariage peut autoriser le mariage du garçon et de la fille avant l'âge de la capacité matrimoniale. Il aura entendu au préalable les parents du mineur, mère et père, ou son représentant légal. Toutefois, la non-approbation n'empêche pas le juge de statuer sur la question. La décision du juge autorisant le mariage d'un mineur n'est susceptible d'aucun recours, en vertu bien sûr de l'article 20 du Code de la famille. La cinquième question. Le contrat de mariage est-il valide en l'absence du consentement des époux ou de l'un d'eux? On doit se référer en plus du Code de la famille au DOC en principe. Alors, répondant à la question, le mariage est conclu par consentement mutuel des deux contractants exprimé en termes consacrés ou à l'aide de toute expression admise par le langage ou l'usage. Pour toute personne se trouvant dans l'incapacité de s'exprimer oralement, le consentement résulte valablement d'un écrit si l'intéressé peut écrire, sinon d'un signe compréhensible par l'autre partie et par les deux témoins. Alors, à titre de rappel, le consentement des deux parties doit être d'abord exprimé verbalement si possible, sinon par écrit ou par tout signe compréhensible. Puis, concordant et exprimé séance tenante, et enfin décisif et non subordonné à un délai ou à une condition suspensive ou résolutoire en vertu des articles 10 et 11 du Code de la famille. La sixième question, est-ce qu'une procuration est valide pour conclure un acte de mariage? Si oui, sous quelles conditions? Alors, à noter que le mariage est conclu en présence des parties contractantes. Toutefois, une procuration peut être donnée à cet effet sur autorisation du juge de la famille chargé du mariage selon les conditions suivantes. L'existence de circonstances particulières empêchant le mandat de conclure le mariage en personne. 2.
Le mandat doit être établi sous la forme authentique ou sous signe privé avec la signature légalisée du mandant. 3. Le mandataire doit être majeur, jouir de sa pleine capacité civile et réunir les conditions de tutelle au cas où il serait mandaté par le tuteur matrimonial. 4. Le mandant doit indiquer dans le mandat le nom de l'autre époux, son signalement et les renseignements relatifs à son identité, ainsi que tout renseignement qu'elle juge utile de mentionner. 5. Le mandat doit mentionner le montant du sadak, la dot, et en préciser le cas échéant, ce qui doit être versé d'avance ou à terme. Le mandant peut fixer les conditions qu'il désire introduire dans l'acte et les conditions de l'autre partie acceptées par lui. 6. Le mandat doit être visé par le juge de la famille précité après qu'il se soit assuré de sa conformité aux conditions requises. Et vous devez vous référer à l'article 17 du Code de la famille. Alors, une autre question. Un examen médical est-il obligatoire pour les deux parties avant l'établissement du mariage? Alors ici, vous devez vous référer à l'article 65, alinéa 4 du Code de la famille, qui exige la présentation d'un certificat médical de chacun des fiancés et une condition sine qua non qui figure parmi les procédures administratives et parmi les formalités requises pour l'établissement de l'acte de mariage. L'autre question, ou bien la question suivante, est: il nous faut savoir quels sont les documents nécessaires à la conclusion de l'acte de mariage. Alors, il faut rappeler et il faut noter qu'il est constitué un dossier pour la conclusion du mariage conservé au secrétariat greffe de la section de la justice de la famille du lieu de rétablissement de l'acte, composé des documents suivants. Et vous pouvez vous référer au support PDF pour savoir les autres pièces qui sont exigées dans ce cadre. Et vous devez toujours vous référer à l'article 65 du Code de la famille. Une autre question, quels sont les droits et les devoirs de l'épouse et de l'époux? Aussi existe-t-il des instances chargées de sensibiliser à ces droits et devoirs avant le mariage? C'est une question très importante qui a un intérêt purement pratique pour éviter d'éventuels conflits et également pour permettre aux deux conjoints d'agir en connaissance des causes. Revenons à la réponse. Il faut savoir que les droits et devoirs réciproques entre conjoints sont les suivants. La cohabitation légale, qui implique les bons rapports conjugaux, la justice et l'égalité de traitement entre épouses en cas de polygamie, la pureté et la fidélité mutuelle, la vertu et la persévérance de l'honneur et de la lignée, le maintien de bons rapports de la vie commune, le respect, l'affection et la sollicitude mutuelle, ainsi que la préservation de l'intérêt de la famille. La prise en charge par l'épouse conjointement avec l'époux de la responsabilité de la gestion des affaires du foyer et de la protection des enfants. La concertation dans les décisions relatives à la gestion des affaires de la famille, des enfants et de la ligne familiale. Le maintien par chaque conjoint de bons rapports avec les parents de l'autre et ses proches avec lesquels existe un empêchement au mariage, en les respectant, leur rendant visite et en les recevant dans les limites des convenances. Et
enfin le droit de chacun des époux d'hériter de l'autre en vertu de l'article 51 du Code. Une autre question, que signifie la dot? Est-ce qu'elle figure parmi les conditions de la conclusion de l'acte de mariage? Alors, on a noté dans le cadre du cours que la sadaq a un double sous-basement. L'un est purement juridique et l'autre est purement, dit-on, religieux. Dans tous les cas, par référence aux articles 13 et 26 du Code de la famille, le sadaq consiste en tout bien donné par l'époux à son épouse, impliquant de sa part la ferme volonté de créer un foyer et de vivre dans les liens d'une affection mutuelle. Le fondement légal du sadaq consiste en sa valeur morale et symbolique et non en sa valeur matérielle. Enfin, il faut noter que la dot figure parmi les conditions de la conclusion du mariage. L'entente sur sa suppression n'est pas permise et, par conséquent, entraîne la nullité du mariage. Alors, une autre question, quelles sont les conditions de la conclusion du mariage? À ce titre, il faut noter que la conclusion du mariage est subordonnée aux conditions suivantes. 1. La capacité de l'époux et de l'épouse. La non-entente sur la suppression du sadaq. La présence du tuteur matrimonial dans le cas où celui-ci est requis par le code de la famille. Le constat par les deux adultes du consentement des deux époux et sa consignation. Et enfin, l'absence d'empêchements légaux. Et l'article 13 prévoit ces conditions selon l'ordre qu'on a cité. Une autre question, le mariage peut-il être conclu par la récitation de Surat al-Fatiha, c'est-à-dire l'introduction du Saint-Coran? Est-ce qu'il peut être conclu par la récitation de ce surah ou bien de cette surah seulement sans satisfaire aux conditions de l'acte de mariage? Alors, à ce titre, il faut noter qu'en vertu de l'article 16, alinéa 1 du Code de la famille, le mariage n'est pas conclu à la simple récitation de Surat al-Fatiha. Le document portant acte de mariage constitue le moyen de preuve du dit mariage. Alors, un écrit est toujours nécessaire et on l'a déjà soulevé dans le cadre du cours, comme il figure aussi dans le cours en support PDF. Le mariage, en l'absence d'écrit, une action, c'est-à-dire l'un des époux ou tout intéressé peut intenter une action pour reconnaître le dit mariage. Alors, quelle est la différence entre les effets du mariage vicié et ceux du mariage nul? Alors, un mariage vicié est résilié avant sa consommation, ou bien dans le cas où le mariage vicié est résilié avant sa consommation, il n'implique pas de sadaq lorsque les conditions légales y afférentes ne sont pas remplies. Alors que lorsque la consommation du mariage a eu lieu, le mariage est validé moyennant le sadaq de parité que le tribunal fixe en fonction du milieu social de chaque époux. Alors, pour le mariage entaché de vice à cause de l'acte est résilié avant et après sa consommation dans les cas suivants. Lorsque le mariage est conclu alors que l'un des époux est atteint d'une maladie réputée mortelle, à moins de rétablissement du conjoint malade après le mariage. Lorsque l'époux vise à rendre licite la reprise de l'ex-épouse en mariage par son mari précédent et après 3 divorces successifs. 3. Lorsque le mariage a été conclu sans tuteur matrimonial, le wali, si sa présence est exigée par la législation en vigueur.
Aussi, il convient de noter que est valable le divorce sous contrôle judiciaire ou le divorce judiciaire survenu dans les cas précédents avant le jugement prononçant la résiliation du mariage. Quant au mariage résilié, le tribunal prononce sa résiliation dès qu'il en a connaissance ou à la demande de la partie concernée. Ce mariage, après consommation, donne droit au sadaq et entraîne l'obligation de l'estibra, c'est-à-dire la retraite de continence. À ce titre, il convient de noter que lorsqu'on parle de continence, il s'agit d'une relation illégale, alors que lorsqu'il s'agit d'une relation qui est légale, c'est-à-dire que l'acte de mariage a satisfait toutes ces conditions, on va parler de la idda. Alors, si le mariage a été conclu de bonne foi, elle produit également le droit à la filiation et entraîne les empêchements du mariage dû à l'alliance. Et l'ensemble de ces conditions sont prévues aux articles 58, 60, 61 et 64 du Code de la famille. Alors, quelles sont aussi une nouvelle question? Quelles sont les conditions requises dans le cas du mariage de l'handicapé mental? À ce titre, il convient de souligner qu'en vertu de l'article 23 du Code de la famille, le juge de la famille chargé du mariage autorise le mariage de l'handicapé mental, qu'il soit de sexe masculin ou féminin, sur production d'un rapport établi par un ou plusieurs médecins experts sur l'état de l'handicap. Le juge communique le rapport à l'autre partie et en fait état dans un procès verbal. L'autre partie doit être majeure et consentir expressément par engagement authentique à la conclusion de l'acte de mariage avec la personne handicapée, et ce, en vertu de l'article 23 du Code. Une nouvelle question. L'époux dispose-t-il du droit d'exiger que sa conjointe ne travaille pas à l'extérieur du foyer conjugal? Certainement, et vous devez le savoir, toutes les clauses conventionnelles matrimoniales sont contraignantes, et ce, en application du principe de l'autonomie de la volonté. Toutefois, celles contraires aux conditions et au but du mariage ainsi qu'aux règles impératives de droit sont nulles alors que l'acte de mariage demeure valide. C'est une application des dispositions régissant les nullités dans le DOC, et notamment les articles 306 à 308 du DOC. À ce titre, l'époux, et par conséquent, l'époux a le droit d'exiger que sa conjointe ne travaille pas à l'extérieur du foyer conjugal, à condition qu'elle exprime son accord d'inclure cette condition à l'acte de mariage. Alors, je sollicite votre réflexion et votre attention. Vous devez également vous demander si, dans ce cadre, la clause verbale serait-elle valide. Alors, c'est une nouvelle question et vous devez y faire attention. Continuons. En cas de survenance de circonstances ou de faits rendant l'insupportable l'exécution réelle de la condition, celui qui s'y est obligé peut demander au tribunal de l'en exempter ou de la modifier tant que persistent les 10 circonstances ou faits, sous réserve des dispositions de l'article 40 du Code de la famille qui dispose que la polygamie est interdite lorsqu'une injustice est à craindre envers les épouses et qu'elle est également interdite lorsqu'il existe une condition de l'épouse en vertu de laquelle l'époux s'engage à ne pas lui adjoindre une autre épouse en vertu des articles 47 et 48 du Code de la famille. Alors, l'épouse a-t-elle le droit de formuler certaines conditions dans l'acte de mariage? Certainement que
toutes les clauses conventionnelles matrimoniales sont contraignantes. Comme on a cité avant, si le mari a le droit d'imposer des conditions, en principe, en vertu de l'équilibre contractuel, l'épouse doit également disposer ou bien profiter du même avantage ou bien du même droit. Et par conséquent, on doit répondre à cette question de la manière suivante. En principe, je dis. Alors, toutes les clauses, comme c'est le cas pour le mari, toutes les clauses conventionnelles, matrimoniales sont contraignantes, sauf bien sûr celles contraires aux conditions et au but du mariage, ainsi qu'aux règles impératives de droit sont nulles, alors que l'acte de mariage demeure valide. Et l'épouse a le droit de formuler certaines conditions dans l'acte de mariage si il y voit l'intérêt, comme la condition de ne pas être adjointe par une autre épouse ou autre, c'est-à-dire une deuxième, une troisième ou bien une quatrième, comme est autorisé par le shara, c'est-à-dire le droit musulman. À noter cependant que cet accord est conclu lors de la cérémonie de conclusion du mariage et avec le consentement de l'époux à inclure cette condition dans l'acte de mariage. Les conditions qui assurent un intérêt légitime au conjoint qui les formule sont valables et contraignantes pour l'autre conjoint qui a souscrit. En cas de survenance de circonstances ou de faits rendant insupportable l'exécution réelle de la condition, celui qui s'y est obligé peut demander au tribunal de l'en exempter ou de la modifier tant que persistent les dites circonstances ou faits. Tout manquement à l'une des conditions stipulées dans l'acte de mariage est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire. Et on peut justifier notre réponse en vertu des articles 40, 45, 47 et 48 et aussi l'alinéa 1er de l'article 99 du Code de la famille. Une nouvelle question. Y a-t-il une période spécifique stipulée entre la conclusion du contrat de mariage et la consommation du mariage? Alors, dans ce cas de figure, quels sont les droits dévolus à la femme? En vertu du Code de la famille, ou bien le Code de la famille n'a pas prévu une période précise entre la conclusion de l'acte de mariage et la consommation du mariage. Le sujet alors dépend à l'accord entre les deux époux et l'acte de mariage dans lequel les éléments requis pour sa constitution sont réunis, qui satisfait aux conditions de validité et qui n'est pas entaché d'aucun empêchement, est réputé valable et produit tous ces effets en droit et devoir que la loi a institué entre les deux époux, nonobstant le fait que le mariage soit consommé ou pas, et ce, en vertu de l'article 50 du Code de la famille. Aussi, une autre question, le mariage des individus de nationalité ou de confession différente est-il autorisé? Si oui, devant quelle instance est-il conclu? Alors, les personnes de nationalité différente peuvent se marier. Et par conséquent, un étranger doit se convertir à l'islam avant d'épouser une femme musulmane, et soumettre un document attestant de sa conversion à l'islam. Dans ce cas, l'autorisation doit être obtenue auprès du juge de la famille chargé du mariage dans la juridiction dans laquelle réside la partie marocaine souhaitant épouser un étranger ou un étranger converti
à l'islam. Les documents requis traduits en arabe doivent être soumis en vertu de l'article 65 du Code de la famille. Aussi, on doit se demander si l'épouse peut-elle s'abstenir de consommer le mariage avant l'acquittement de la dot. Dans ce cas, on vient de noter que le sadaq doit être acquitté à l'échéance du terme convenu. L'épouse peut demander le versement de la partie échue du sadaq avant la consommation du mariage. Au cas où la consommation du mariage a eu lieu avant l'acquittement du sadaq, ce dernier devient une dette à la charge de l'époux en vertu de l'article 31 du Code de la famille. Alors, on doit se demander, qu'en est-il d'un mariage civil contracté à l'étranger? Aussi, est-il enregistré auprès des services officiels compétents du pays? Et quelle est l'autorité judiciaire compétente pour examiner les litiges pouvant en découler? Il faut noter que pour les Marocains résidant à l'étranger, ils peuvent contracter mariage selon les formalités administratives locales du pays de résidence, pourvu que soient réunies les conditions du consentement, de la capacité, de la présence du tuteur matrimonial, le wali le cas échéant, et qu'il n'y ait pas d'empêchements légaux ni d'entente sur la suppression du sadaq, la dot, et ce, en présence de 2 témoins musulmans. Aussi, pour les Marocains ayant contracté mariage conformément à la législation locale du pays de résidence, ils doivent déposer une copie de l'acte de mariage dans un délai de 3 mois courant à compter de la date de sa conclusion au service consulaire marocain du lieu de l'établissement du dit acte. En l'absence de service consulaire, copie de l'acte de mariage est adressée dans le même délai au ministère chargé des Affaires étrangères. Et ce ministère procède à la transformation de la dite copie à l'officier d'état civil et à la section de la justice de la famille du lieu de naissance de chacun des conjoints. Si ces derniers ou l'un d'eux ne sont pas nés au Maroc, ou bien ne sont pas, ou l'un d'eux n'est pas de nationalité marocaine, la copie est adressée à la section de la justice de la famille du tribunal de première instance de Rabat et au procureur du roi auprès de ce tribunal, en vertu des articles 14 et 15 du Code de la famille. Alors, une autre ou bien une nouvelle question. Existe-t-il des conditions ou des règlements régissant la polygamie et contraignent l'infraction par le mari de ces conditions-là? Il convient de noter que la polygamie est interdite lorsqu'une injustice est à craindre envers les épouses. Elle est également interdite lorsqu'il existe une condition de l'épouse en vertu de laquelle l'époux s'engage à ne pas lui adjoindre une autre épouse. Le tribunal, alors, n'autorise pas la polygamie dans les cas suivants, ou bien ne devrait pas l'autoriser dans les cas suivants. Lorsque sa justification objective et son caractère exceptionnel n'ont pas été établis, et lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes pour pourvoir aux besoins des deux foyers et leur assurer équitablement l'entretien, le logement et les autres exigences de la vie. En l'absence de conditions par laquelle l'époux s'engage à renoncer à la polygamie, celui-ci doit, s'il envisage de prendre une autre épouse, présenter au tribunal une demande d'autorisation à cet effet. Et cette demande doit indiquer les motifs objectifs et exceptionnels justifiant la polygamie et doit être assortie d'une
déclaration sur la situation matérielle du demandeur. Le tribunal convoque aux fins de comparution l'épouse à laquelle le mari envisage d'adjoindre une coépouse. Si elle accuse personnellement réception de la convocation, mais ne comparaît pas ou refuse de la recevoir, le tribunal lui adresse par voie d'un agent du greffe une mise en demeure l'avisant que si elle n'assiste pas à l'audience, dont la date est fixée dans la mise en demeure, il sera statué sur la demande de l'époux en son absence. Alors un jugement par défaut sera rendu. Et dans ce cas, il peut être également statué sur la demande en l'absence de l'épouse dont le mari envisage de prendre une autre épouse lorsque le ministère public conclut à l'impossibilité de trouver un domicile ou un lieu de résidence où la convocation peut lui être remise. Si l'épouse ne reçoit pas la convocation pour cause d'adresse erronée communiquée de mauvaise foi par son époux ou pour falsification du nom et ou du prénom de l'épouse, l'épouse lésée peut demander l'application à l'encontre de son époux des sanctions prévues par l'article 361 du Code pénal, à savoir l'emprisonnement de 3 mois à 3 ans et une amende de 200 à 300 dirhams. Alors aussi, lorsqu'il est établi qu'au cours des débats, ou bien lorsqu'il est établi au cours des débats l'impossibilité de la poursuite de la relation conjugale et que l'épouse dont le mari envisage de lui adjoindre une autre épouse persiste à demander le divorce, le tribunal fixe un montant correspondant à tous les droits de l'épouse et de leur enfant que l'époux a l'obligation d'entretenir. L'époux doit consigner la somme fixée dans un délai n'excédant pas 7 jours et dès la consignation de ce montant, le tribunal prononce un jugement de divorce. Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours dans sa partie mettant fin à la relation conjugale et la non-consignation de la somme précitée dans le délai imparti est considérée comme une renonciation de l'époux à sa demande de prendre une autre épouse. Alors que lorsque l'époux persiste à demander l'autorisation de prendre une autre épouse et que la première ne donne pas son accord, sans pour autant demander le divorce, le tribunal applique d'office la procédure de discorde, shiqaq en arabe. Et vous pouvez vous référer aux articles 40, 41, 42, 43 et 45 du Code de la famille. Alors, qu'entendons par le bon traitement de l'épouse? Alors, en vertu du Code de la famille, le bon traitement de l'épouse signifie d'abord la cohabitation légale, qui implique les bons rapports conjugaux, la justice et l'égalité de traitement entre épouses si elle existe, s'il y en a, et en cas de polygamie, la pureté et la fidélité mutuelle, la vertu et la persévération de l'honneur et de la lignée. Ensuite, le maintien de bons rapports de la vie commune, le respect, l'affection et la sollicitude mutuelle, ainsi que la préservation de l'intérêt de la famille. Puis, la concertation dans les décisions relatives à la gestion des affaires de la famille, des enfants et de planning familial. Et enfin, le maintien par chaque conjoint de bons rapports avec les parents de l'autre et ses proches avec lesquels existe un empêchement au mariage, en les respectant, leur rendant visite et en les recevant dans les limites des convenances, en vertu de l'article 51 du Code de la famille.
Aussi, on doit se demander s'il est permis à un mari de disposer des biens privés de sa femme. Et dans ce cas, qu'arrive-t-il si c'est le cas? Alors il faut noter que les deux époux disposent chacun d'un patrimoine propre. Toutefois, les époux peuvent se mettre d'accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu'ils auront acquis pendant le mariage. Néanmoins, lorsque le mari prend possession des biens privés de sa femme, il n'est pas punissable en vertu du code pénal qu'à des réparations civiles, qu'il s'agisse d'abus de confiance ou bien de vol, en vertu des articles 49 du Code de la famille et des articles 534 et 548 du Code pénal. Aussi, on doit se demander à ce titre si la loi protège la contribution des femmes à l'établissement et à l'entretien du foyer conjugal. Si oui, comment? Il faut le souligner qu'en vertu de l'article 49 du Code de la famille, les deux époux disposent chacun d'un patrimoine propre. Toutefois, les époux peuvent se mettre d'accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu'ils auront acquis pendant leur mariage. Cet accord fait l'objet d'un document distinct de l'acte de mariage et les adultes avisent ou bien doivent aviser les deux parties lors de la conclusion du mariage des dispositions précédentes. À défaut de l'accord susvisé, il est fait recours aux règles générales de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts qu'il a fournis et les charges qu'il a assumées pour fructifier les biens de la famille. Aussi, une nouvelle question, on doit se demander si la loi garantit le droit de la femme de vivre au domicile conjugal après la dissolution du mariage. Il convient de le souligner et également de faire rappel que durant la période de viduité, l'idda, l'épouse réside dans le domicile conjugal ou, en cas de nécessité, dans un logement qui lui convient et en fonction de la situation financière de l'époux. À défaut, le tribunal fixe le montant des frais de logement qui sera également consigné au secrétariat greffe du tribunal au même titre que les autres droits dus à l'épouse. Les frais de logement de l'enfant soumis à la garde sont distincts de la pension alimentaire, de la rémunération due au titre de la garde et des autres frais. Aussi, le père doit assurer à ses enfants un logement ou s'acquitter du montant du loyer du dit logement tel qu'estimé par le tribunal. Et l'enfant soumis à la garde ne peut être astreint à quitter le domicile conjugal qu'après exécution par le père du jugement relatif à son logement. Le tribunal fixe dans son jugement les mesures à même de garantir la continuité de l'exécution de ce jugement par le père condamné, et ce par référence aux articles 84 alinéa 2 et l'article 168 du Code de la famille. Et je vous remercie pour votre attention.